Lors d'un déjeuner luxueux, une petite fille des rues s'approche et désigne la bague d'une puissante femme d'affaires. Avec conviction, elle affirme que sa mère en possède une identique. La femme est glacée. Cette bague est unique et appartenait à sa fille disparue il y a 13 ans. En quelques secondes, le passé ressurgit et plus rien ne sera comme avant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le jeudi après-midi tombait paresseusement sur l'avenue Montaigne. La circulation dense de Paris ne semblait pas accorder de répit. Mais là-haut, au 3e étage de l'un des immeubles les plus imposants du quartier, Éléonore Dubois observait la ville à travers les larges baies vitrées de son bureau, comme quelqu'un contemplant un échiquier. Chaque mouvement calculé, chaque décision mûrement réfléchie, chaque affaire conclue avec la précision de celle qui n'avait jamais appris à perdre. À 58 ans, Éléonore avait bâti un empire que peu de gens auraient pu imaginer. Elle avait hérité d'une entreprise familiale de taille moyenne et l'avait transformée en une corporation dominant des secteurs entiers de l'économie. Ses cheveux foncés, toujours impeccablement coiffés, commençaient à laisser apparaître des fils argentés qu'elle ne se souciait pas de cacher. « Ce sont des marques de bataille gagnées », disait-elle. Son regard perçant intimidait les cadres expérimentés, et sa présence dans n'importe quel environnement imposait un respect immédiat. Mais derrière cette armure de pouvoir et de contrôle existait une blessure qui ne s'était jamais refermée. Une douleur silencieuse qu'aucune réunion d'affaires, aucun contrat mirobolant, aucune conquête professionnelle n'avait pu guérir. 13 ans auparavant, sa fille aînée avait disparu. Elle s'était simplement volatilisée, comme si la terre s'était ouverte, et avait englouti Marianne, ne laissant que des questions sans réponse, et un vide qui grandissait chaque jour. Éléonore ferma les yeux un instant, s'accordant une rare démonstration de vulnérabilité dans la solitude de son bureau. Marianne, le nom faisait encore mal comme une lame. Elle se souvenait de la dernière fois qu'elle l'avait vue. Une discussion futile à propos d'engagement professionnel qu'Éléonore ne pouvait pas reporter. Marianne voulait de l'attention. Elle voulait parler de quelque chose d'important. Mais Éléonore était absorbée par une fusion d'entreprises qui dévorait tout son temps. Des promesses de plus tard, quand les choses se calmeront, quand il y aura plus de temps. Des promesses qui ne furent jamais tenues. Et puis Marianne disparut, la police fut alertée. Des détectives privés furent engagés. Chaque piste fut suivie obsessionnellement, mais rien. C'était comme si Marianne avait simplement décidé d'effacer sa propre existence. Il n'y avait aucun signe de quelque chose de mal, aucun indice clair, juste le silence assourdissant d'une absence qui devenait chaque jour plus lourde. Éléonore ouvrit les yeux et regarda sa main droite. À son index brillait une bague qui était bien plus qu'un simple bijou, faite d'or blanc et de platine, avec un design unique créé par un joaillier genevois qui ne travaillait plus. La bague portait en son centre un petit saphir bleu, entouré de diamants minuscules disposés selon un motif qui semblait raconter une histoire. Cette bague avait été un cadeau de son mari, Pierre, décédé 5 ans avant la disparition de Marianne. Il avait fait fabriquer 2 bagues identiques, une pour Éléonore et une pour Marianne, comme symbole de protection et d'appartenance familiale. Marianne portait la sienne le jour où elle était partie, et ce détail, plus que tout autre, maintenait vivante une étincelle d'espoir dans le cœur d'Éléonore. Si quelque chose de terrible s'était produit, la bague aurait été retrouvée, pensait-elle durant ses nuits d'insomnie. Mais non, la bague avait disparu avec sa fille, et Éléonore s'y accrochait, comme preuve qu'ailleurs, Marianne existait toujours. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Lucille, sa secrétaire. « Madame Dubois, Monsieur Mathieu vous attend au restaurant. La table est réservée pour 13 heures. » Éléonore soupira. Mathieu. Son fils cadet de 26 ans était tout ce qui lui restait de famille proche. Intelligent, ambitieux, dévoué aux affaires familiales, mais aussi émotionnellement distant. La disparition de Marianne avait créé une ombre entre eux. Un sujet qui n'était jamais abordé directement, mais qui planait sur chaque conversation, chaque dîner, chaque moment en famille. « J'arrive, Lucille. » Éléonore prit son sac en cuir, ajusta son impeccable blazer gris et sortit du bureau d'un pas ferme. Le chauffeur l'attendait déjà dans le garage avec la voiture noire aux vitres teintées. Le trajet jusqu'au restaurant serait court, à peine quelques rues, mais Éléonore ne conduisait jamais. Elle préférait utiliser ce temps pour réviser des documents, passer des appels, maintenir un contrôle absolu sur chaque aspect de son empire. Le restaurant choisi se trouvait dans le 8 arrondissement, l'un des quartiers les plus sophistiqués de Paris. C'était un lieu fréquenté par l'élite, où les hommes d'affaires concluaient des affaires entre un plat de turbot aux truffes noires
et un grand cru bordelais. Éléonore était une cliente habituelle. Elle connaissait le maître d'hôtel par son nom, avait sa table préférée toujours réservée, et appréciait l'ambiance discrète et élégante qui correspondait parfaitement à son image publique. Mathieu était déjà assis lorsqu'elle arriva, grand, les épaules larges et les cheveux châtains bien coupés. Il se leva pour la saluer d'un baiser sur la joue. Il portait un costume bleu marine et une cravate discrète, l'image parfaite du jeune cadre dynamique. « Maman, je pensais à la proposition de la société de construction. Je crois que nous devrions l'accepter, mais avec certaines conditions. » Éléonore s'assit et prit la carte juste par formalité. Elle savait déjà ce qu'elle allait commander. Elle commandait toujours la même chose. « Nous pourrons en discuter plus tard, Mathieu. Pour l'instant, déjeunons. » Mais la conversation revint rapidement aux affaires. C'était le terrain sûr, l'espace où mère et fils parvenaient à se connecter sans effleurer de vieilles blessures. Ils parlèrent de contrats, de l'expansion vers la Côte d'Azur, de la concurrence grandissante. Éléonore écoutait attentivement, posait des questions précises, donnait des avis avec l'assurance de celle qui avait tout bâti de zéro. Le restaurant était plein, comme toujours. Cadres en cravate, femmes élégantes, conversations à voix basse et rires retenus. C'était un monde à part, protégé par des parois de verre et des agents de sécurité discrets qui veillaient à ce que rien ne trouble la paix artificielle de cet environnement, jusqu'à ce que la paix se brise. Au début, ce n'était qu'un murmure, quelques personnes regardant vers l'entrée avec des expressions d'inconfort. Éléonore n'y prêta pas attention immédiate, concentrée sur son plat de saumon grillé. Mais alors un mouvement brusque attira son regard. 2 agents de sécurité du restaurant marchaient rapidement vers la porte avec des expressions tendues. C'est alors qu'Éléonore la vit, une petite fille, trop maigre, avec des vêtements sales et déchirés. Les cheveux châtains étaient emmêlés, le visage marqué par la saleté. Mais c'étaient ses yeux qui impressionnaient le plus. Des yeux grands, sombres, effrayés, mais aussi déterminés. La petite ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans et portait sur ses épaules le poids de quelqu'un qui avait déjà vécu bien plus qu'elle n'aurait dû en si peu de temps. La fillette avait réussi à entrer dans le restaurant et marchait maintenant entre les tables d'un pas hésitant, regardant les plats avec une faim qui faisait mal à voir. Certaines personnes détournaient le regard, d'autres fronçaient les sourcils en signe de désapprobation. L'ambiance changea instantanément. Cet enfant représentait tout ce que cet environnement tentait de tenir à l'écart. La pauvreté, le dénuement, la dure réalité qui existait dans les rues de Paris. Les agents s'approchèrent rapidement, prêts à la faire sortir. Éléonore observait la scène avec un mélange de gêne et quelque chose qu'elle ne savait pas bien définir, mais elle n'était pas préparée à ce qui allait suivre. La fillette, en passant devant la table d'Éléonore, s'arrêta brusquement. Elle ne regarda pas l'assiette, elle ne regarda pas la nourriture. Ses yeux se fixèrent sur la main droite d'Éléonore, sur la bague. La petite resta immobile, comme si elle avait vu quelque chose d'impossible. Alors, d'une voix fine, tremblante, mais empreinte d'une certitude absolue, elle dit quelque chose qui fit que le monde d'Éléonore cessa de tourner. « Ma mère a une bague exactement pareille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathieu regarda la fillette avec irritation, prêt à la faire partir. Les agents tendaient déjà les mains pour l'éloigner, mais Éléonore ne pouvait plus bouger. Son cœur s'accéléra d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis des années. Ses mains commencèrent à trembler. L'air sembla devenir lourd, dense, suffocant. Cette bague était unique. Il n'existait pas de réplique, pas de hasard. Seules 2 personnes au monde possédaient une bague comme celle-là, Éléonore et Marianne. D'un geste brusque qui surprit tout le monde, Éléonore leva la main, interrompant les agents. « Attendez !» Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Mathieu la regarda confus. « Maman, que fais-tu » Éléonore ignora son fils. Ses yeux étaient fixés sur la fillette, qui semblait maintenant encore plus effrayée par la réaction qu'elle avait provoquée. Avec effort, Éléonore contrôla sa respiration et tenta de maintenir sa voix ferme. « Comment sais-tu cela? Où est ta mère ?» La fillette hésita, regardant autour d'elle comme un animal acculé. Mais il y avait quelque chose dans ce regard. Quelque chose qu'Éléonore reconnut immédiatement. L'expression, la façon dont elle inclinait légèrement la tête quand elle était incertaine, de petits détails qui traversaient les générations. Elle est malade. Nous vivons dans un endroit loin d'ici. Elle porte toujours la bague et dit que c'est important, qu'elle ne doit jamais la perdre. Éléonore sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya sur la table, essayant de digérer ce qu'elle entendait. Mathieu se leva, alarmé. « Maman, tu vas bien? Cela n'a aucun sens. C'est juste une coïncidence. » Mais Éléonore savait que non. 13 ans de douleur,
de recherches, de questions sans réponse, de nuits blanches à imaginer où Marianne pouvait être. Et maintenant, de manière complètement inattendue, une fillette des rues apparaissait avec une information qui ne pouvait signifier qu'une chose. Marianne était vivante. Éléonore tendit sa main tremblante vers la fillette qui recula instinctivement. « S'il te plaît, n'aie pas peur. Comment t'appelles-tu » La petite regarda autour d'elle, toujours effrayée, mais quelque chose dans la voix d'Éléonore sembla la calmer un peu. « Valérie. Valérie. » Le nom résonna dans l'esprit d'Éléonore comme une révélation. Avec beaucoup de précaution, elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Valérie, peux-tu me montrer où est ta mère » La fillette hésita, se mordant la lèvre inférieure. Puis, d'un mouvement lent, elle fourra la main dans la poche sale de son pantalon et en sortit quelque chose de froissé. C'était une vieille photographie, pliée plusieurs fois, les bords déjà effilochés par le temps et la manipulation constante. « Elle m'a donné cette photo, dit-elle. Elle dit que c'est important de la garder. » Éléonore prit la photographie, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine la tenir. En dépliant le délicat papier, son cœur s'arrêta presque. Mais avant même de voir le visage, quelque chose attira son attention. Au verso de la photo, il y avait une inscription manuscrite avec des lettres déjà décolorées par le temps, mais encore lisibles. Des mots qui coupèrent comme une lame. « Je reviendrai quand tout sera sûr. Je le promets, Marianne. » Les larmes commencèrent à couler avant même qu'Éléonore n'en soit consciente. Avec des mains tremblantes, elle retourna la photographie. Et là, elle était, Marianne, plus âgée, plus mince, le visage marqué par des années de difficultés, mais indubitablement sa fille. Sa petite fille, la jeune femme qu'elle avait perdue il y a 13 ans, maintenant une femme adulte regardant l'appareil photo avec des yeux fatigués, mais encore vifs. Et à ses côtés, tenant sa main, il y avait Valérie, la même fillette qui se tenait maintenant là, dans le restaurant luxueux, sans comprendre pleinement le tremblement de terre qu'elle venait de provoquer. Éléonore leva les yeux de la photographie et regarda Valérie avec une intensité qui fit reculer la petite, mais ce n'était ni la rage ni la peur qu'elle voyait dans ce regard. C'était de la reconnaissance, c'était de la douleur, c'était de l'espoir, c'était de l'amour. Car maintenant, Éléonore le voyait. Elle voyait dans les yeux de Valérie les mêmes yeux de Marianne. Elle voyait la courbe du visage, la façon de froncer les sourcils, les gestes hésitants. Elle voyait l'héritage génétique qui traversait les générations, impossible à nier ou à ignorer. Éléonore tomba à genoux là, au milieu du restaurant silencieux, sans se soucier des dizaines de regards fixés sur elle. Elle tendit ses bras tremblants vers la fillette, et sa voix sortit brisée, étouffée par l'émotion. « Tu es ma petite fille. Marianne est ta mère, ma fille. » Le restaurant entier sembla se figer à cet instant. Mathieu devint pâle, avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir sa réalité détruite et reconstruite en quelques secondes. Valérie regarda Éléonore avec un mélange de confusion et de peur, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant le poids de ce moment. Et tandis que les larmes continuaient de couler sur le visage d'Éléonore Dubois, la femme qui ne pleurait jamais en public, qui ne montrait jamais de faiblesse, qui contrôlait des empires et dominait des salles de réunion, elle réalisa que 13 ans de recherche, de douleur, de questions sans réponse, s'étaient achevés de la manière la plus improbable possible. Dans un restaurant de luxe, au milieu d'un après-midi ordinaire, une fillette des rues avait ramené non seulement l'espoir, mais la certitude que Marianne était toujours là. Et cette fois, Éléonore ne laisserait rien ni personne l'empêcher de retrouver sa fille. Le trajet, jusqu'à un quartier populaire de la périphérie de Paris, sembla durer une éternité, bien que l'horloge n'indiquât qu'à peine 40 minutes. Éléonore était assise à l'arrière de la voiture, avec Valérie à ses côtés, enveloppée dans un manteau que le chauffeur lui avait offert. La fillette tremblait encore, mais plus de froid. C'était le choc de tout ce qui se passait trop vite pour que son esprit enfantin puisse le traiter. Mathieu suivait dans la voiture de derrière avec 2 agents de sécurité. Il avait insisté pour que sa mère n'y aille pas seule, que cela pourrait être dangereux, qu'ils avaient besoin de protection. Éléonore l'avait à peine écouté. Son esprit était complètement concentré sur une seule chose. Marianne, sa fille, était vivante. Elle respirait, elle existait. Et dans quelques minutes, elle serait à nouveau face à face. Le trajet montra un contraste brutal. Ils sortirent du 8 arrondissement, traversèrent le centre-ville. Ils passèrent par des quartiers qui perdaient progressivement de leur éclat pour arriver à une zone qu'Éléonore ne connaissait que par les nouvelles. Des maisons entassées, des rues étroites et mal pavées, des câbles électriques emmêlés formant des toiles d'araignées dangereuses au-dessus de leurs têtes. Des enfants jouaient pieds nus dans la rue, des hommes conversaient au coin des rues,
Des femmes portaient des sacs lourds. C'était un autre monde. Un monde qui avait toujours existé parallèlement au sien, mais qu'Éléonore n'avait jamais eu besoin de voir réellement. Maintenant, chaque détail criait à ses yeux, chaque visage fatigué, chaque construction précaire, chaque signe de lutte quotidienne pour la survie. Et quelque part dans cet univers parallèle, Marianne avait passé les 13 dernières années. La culpabilité commença à opprimer la poitrine d'Éléonore avec une force presque insupportable. La voiture s'arrêta devant un vieil immeuble de 4 étages avec la peinture écaillée et des fissures visibles sur les murs. Il n'y avait ni concierge ni interphone, seulement une porte en métal rouillé qui grinçait en étant poussée. Valérie descendit de la voiture et regarda Éléonore avec une expression mêlant peur et espoir. « C'est ici, 3e étage. Appartement 302. » Éléonore inspira profondément, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui menaçait de l'effondrer. Mathieu s'approcha, touchant son épaule avec délicatesse. « Maman, je viens avec toi. » Elle secoua la tête, les yeux toujours fixés sur l'immeuble. « Non, je dois faire ça seule d'abord. » Mais avant que Mathieu ne puisse protester, Éléonore marchait déjà vers l'entrée, suivant Valérie. Les agents restèrent en arrière, respectant sa décision, mais restant en alerte. L'escalier était étroit et sombre, éclairé seulement par une ampoule faible qui clignotait par intermittence. L'odeur d'humidité imprégnait l'air, mêlée à des odeurs de cuisine. Chaque marche qu'Éléonore montait semblait une descente symbolique vers un lieu qu'elle avait toujours ignoré, qu'elle avait toujours feint de ne pas exister si près de son monde parfait. Au 3e étage, Valérie s'arrêta devant une porte en bois usé avec la peinture bleue presque inexistante. La fillette regarda Éléonore comme pour demander la permission, puis frappa doucement. « Maman, c'est moi. J'amène quelqu'un. » Il y eut un silence, puis le bruit de pas traînants. La porte s'entr'ouvrit un peu, et à travers elle, Éléonore aperçut un visage qui lui fit sentir que le sol avait disparu sous ses pieds. Marianne, plus mince, avec la peau pâle et marquée par la fatigue, les cheveux châtains maintenant longs et sans éclat, les cernes profonds révélant des nuits d'insomnie. Mais c'était elle, indubitablement elle, les mêmes yeux verts qu'Éléonore voyait tous les jours dans ses souvenirs, la même courbe délicate du nez, la même expression qui devenait encore plus intense lorsqu'elle était surprise ou effrayée. Marianne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la femme qui se tenait devant elle. La couleur quitta complètement son visage. Elle chancela en arrière, s'appuyant contre le mur, et Éléonore vit les yeux de sa fille rouler et son corps commencer à céder. « Marianne !» Éléonore franchit la porte en 1 seconde, réussissant à retenir sa fille avant qu'elle ne tombe complètement. Le poids de Marianne dans ses bras était d'une légèreté terrifiante. Valérie commença à pleurer, terrorisée, tandis qu'Éléonore s'agenouillait sur le sol étroit de l'entrée, serrant sa fille contre sa poitrine, sentant enfin, après 13 ans, la chaleur de son corps, la réalité de son existence. « Marianne, ma fille, je suis là. Tu es en sécurité. Je suis là. » Les mots sortaient entrecoupés, mêlés de larmes qu'Éléonore n'essayait plus de retenir. Elle caressait les cheveux de sa fille, la serrait contre elle, comme pour garantir que c'était réel, que ce n'était pas un autre de ces rêves cruels qui la tourmentaient depuis si longtemps. Mathieu apparut à la porte, pâle, suivi par les agents. En voyant la scène, il sentit lui aussi ses jambes fléchir. C'était sa sœur, la sœur qu'il pensait ne jamais revoir, qui était devenue presque une figure mythologique dans son esprit, et maintenant elle était là, évanouie dans les bras de sa mère, dans un minuscule appartement qui sentait l'humidité et le désespoir. « Nous avons besoin d'un médecin », la voix de Mathieu sortit rauque. L'un des agents était déjà au téléphone pour appeler une ambulance, mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Marianne commença à bouger. Ses yeux s'ouvrirent lentement, désorientés, jusqu'à ce qu'il se pose sur le visage d'Éléonore penchée sur elle. Un instant, il n'y eut que le silence. Mère et fille se regardèrent, et dans ce regard passa tout le poids de 13 ans d'absence, de douleur, de peur et d'un amour qui n'était jamais mort. « Tu es venu ?» murmura Marianne d'une voix faible et brisée. « Tu es vraiment venu ?» Éléonore ne put répondre. Elle serra simplement sa fille plus fort, pleurant d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis le jour où Marianne avait disparu. Valérie s'approcha, toujours effrayée, et s'agenouilla à côté des deux, posant sa petite main sur l'épaule de sa mère dans un geste de réconfort qui brisa encore plus le cœur d'Éléonore. Mathieu entra dans l'appartement, refermant la porte derrière lui pour accorder un peu d'intimité. Le lieu était minuscule, une pièce qui servait aussi de chambre avec un vieux canapé qui servait clairement de lit, une petite télévision sur une boîte en carton,
des rideaux déchirés couvrant une petite fenêtre. Au fond, une cuisine minuscule, avec seulement une plaque de cuisson à 2 feux et un réfrigérateur qui faisait un bruit étrange. Dans un coin, un matelas au sol, avec des couvertures fines. C'était là que dormait Valérie. Cela avait été le monde de Marianne ces dernières années. C'était la vie qu'elle avait menée, tandis qu'Éléonore commandait des empires et concluait des affaires millionnaires. Avec soin, Éléonore aida Marianne à s'asseoir sur le canapé. Sa fille était encore très faible, mais refusa l'idée de l'ambulance, insistant sur le fait qu'elle allait bien, que ce n'était que le choc. Valérie apporta un verre d'eau et Marianne but à petites gorgées, les mains tremblant tellement qu'Éléonore dut tenir le verre pour elle. Lorsqu'elle réussit enfin à parler, Marianne regarda sa mère avec un mélange d'émotions si complexe qu'il était presque impossible de le déchiffrer. « Comment m'as-tu trouvé ?»« C'est Valérie », répondit Éléonore, regardant sa petite fille avec une gratitude infinie. « Elle est venue au restaurant pour demander à manger. Elle a vu ma bague et a dit que tu en avais une pareille. » Marianne porta instinctivement la main à son propre doigt, où la bague brillait même avec le peu de lumière de l'appartement. Le geste fut si automatique, si protecteur, qu'Éléonore réalisa à quel point cet objet signifiait pour sa fille. « Je ne l'ai jamais enlevé », dit Marianne à voix basse, « pas même dans les pires moments. C'était la seule chose qui me reliait à vous, la seule preuve qu'un jour j'ai eu une famille. » Les mots furent comme des couteaux dans le cœur d'Éléonore. « Marianne, pourquoi es-tu partie? Pourquoi as-tu disparu? Je t'ai cherché pendant des années. J'ai engagé les meilleurs enquêteurs, suivi chaque piste. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Marianne ferma les yeux, et les larmes commencèrent à couler sur son visage émacié. Je ne voulais pas partir, jamais, mais je n'avais pas le choix. Elle respira profondément, comme si elle rassemblait son courage pour enfin raconter la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. Il y a 13 ans, j'ai rencontré quelqu'un, un homme qui semblait gentil, qui m'a fait me sentir vue à un moment où je me sentais invisible dans notre propre maison. Tu étais toujours occupée, maman. Toujours en réunion, toujours en voyage, toujours avec quelque chose de plus important. J'ai essayé de te parler tant de fois, mais il n'y avait jamais de temps. Éléonore sentit la culpabilité l'opprimer encore plus. Cet homme s'est approché de moi avec des arrière-pensées. Il travaillait pour des gens dangereux, des gens qui voulaient des informations sur l'entreprise, sur nos affaires. Il m'a manipulé, il m'a utilisé. Et quand je l'ai réalisé, quand j'ai perçu que j'avais tout mis en jeu, qu'il avait des documents, des enregistrements, des choses qui pourraient détruire notre famille, j'ai paniqué. Marianne marqua une pause en s'essuyant les larmes du revers de la main. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne continuais pas à transmettre des informations, il s'en prendrait à toi, à Mathieu, à tout le monde. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai décidé que la seule façon de vous protéger était de disparaître. J'ai créé de fausses pistes, laissé des indices qui menaient à des endroits erronés. J'ai coupé tout contact, changé de ville, puis changé à nouveau. J'ai vécu comme une invisible pendant des années. Mathieu, qui était resté silencieux jusqu'alors, parla finalement d'une voix chargée d'émotions. « Mais pourquoi n'es-tu pas revenu quand tout a été fini? Pourquoi es-tu resté disparu toutes ces années ?» Marianne regarda son frère avec une tristesse profonde. « Parce que j'avais honte, Mathieu. Honte de ce que j'avais fait, des informations que j'avais données sans le savoir, d'avoir été si naïve. Et avec le temps, la vie est devenue de plus en plus difficile. Je n'avais plus de papier, je ne pouvais pas trouver d'emploi formel. Je suis tombée enceinte de Valérie, et tout s'est encore plus compliqué. Chaque jour qui passait, je me sentais plus distante de vous. Comment aurais-je pu revenir? Comment expliquerais-je tout? Vous deviez me haïr. »« Jamais !» dit Éléonore avec fermeté, tenant le visage de sa fille entre ses mains. « Je ne t'ai jamais haï, pas une seule seconde. Je voulais juste que tu reviennes. Je voulais juste savoir que tu allais bien. » Marianne fondit en larmes à nouveau et Éléonore l'attira dans une étreinte serrée. Valérie se joignit à elle et pour la première fois en 13 ans, mère, fille et petite-fille étaient réunies. Quand elles se séparèrent finalement, Éléonore essuya ses propres larmes et reprit sa posture de commandement habituelle. « Nous allons tout régler maintenant. Tu auras les meilleurs médecins. Je chercherai un appartement. Valérie ira dans une bonne école. Je m'occuperai de tout. » Mais au lieu de gratitude, elle vit de la résistance dans le regard de Marianne. « Maman, je ne veux pas que tu me répares comme si j'étais un problème d'affaires. » Éléonore cligna des yeux, surprise. « Je veux juste t'aider. Je sais, mais je n'ai pas besoin que tu résolves tout. J'ai besoin que tu sois présente, que tu m'écoutes, que tu connaisses ta petite fille. Il ne sert à rien que tu entres ici avec tes solutions toutes faites et que tu espères que tout redevienne normal. Rien n'est normal depuis 13 ans, maman. » Les mots furent durs, mais nécessaires. Éléonore en ressentit l'impact,
et pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa que sa façon de tout contrôler, de tout résoudre avec de l'argent et du pouvoir, ne serait pas suffisante. « Non, cette fois tu as raison », dit-elle à voix basse. « Je suis désolée, c'est juste que je suis si heureuse de t'avoir retrouvé que je veux tout bien faire maintenant. » Marianne prit la main de sa mère, la serrant doucement. « Alors commence par rester, reste juste ici avec moi. Parlons vraiment. » Et c'est ce qu'Éléonore fit. Elle s'assit sur ce vieux canapé inconfortable, dans un appartement plus petit que son dressing, et parla avec sa fille. Elle parla des 13 années perdues, des difficultés que Marianne avait rencontrées, de la naissance de Valérie, des peurs, des douleurs, des petites joies au milieu de tant de luttes. Mathieu y participa également, posant des questions, faisant la connaissance de la nièce qu'il venait de découvrir. Valérie peu à peu perdit sa peur et commença à parler, racontant sa vie avec une honnêteté qui fit que les adultes se sentirent encore plus petits devant tant de courage. Quand le soleil commença à se coucher dehors, teignant le ciel d'orange à travers la petite fenêtre, Éléonore réalisa quelque chose de fondamental. Elle n'était pas là pour sauver Marianne. Elle était là pour se reconnecter avec la fille qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, mais qu'elle avait perdue bien avant sa disparition physique. Elle était là pour apprendre à être mère à nouveau et cette fois-ci, à le faire différemment. Avant de partir cette nuit-là, Éléonore prit la main de Marianne et la regarda profondément dans les yeux. « Je vais faire les choses correctement. Je le promets. » Marianne sourit pour la première fois, un petit sourire, mais authentique. « Je sais, maman, et je vais essayer aussi. » C'est alors qu'Éléonore regarda plus attentivement la bague au doigt de sa fille. Quelque chose attira son attention, une petite marque sur le bord intérieur, presque imperceptible. Avec soin, elle retira sa propre bague et l'examina de près. Et c'est alors qu'elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, une gravure minuscule à l'intérieur, des mots si petits qu'il fallait forcer la vue pour les lire. Elle approcha la bague de la lumière tamisée de l'ampoule et réussit à déchiffrer. « Protection éternelle, papa. » Sa respiration se coupa. Elle regarda la bague de Marianne et vit la même gravure. C'était la preuve finale, définitive, irréfutable. Ce symbole que Pierre avait créé des années auparavant accomplissait son rôle. Il avait réuni mère et fille à nouveau. Le cœur serré par l'émotion, Éléonore remit la bague à son doigt et regarda Marianne, Valérie, Mathieu, sa famille, brisée, blessée, mais toujours là, toujours vivante, toujours avec la possibilité de recommencer. Et pour la première fois en 13 ans, Éléonore Dubois se permit de croire que peut être, juste peut être, il était encore temps de réparer ce qui avait été détruit. Non pas avec de l'argent, non pas avec du pouvoir, mais avec de la présence, de l'écoute, de l'amour véritable. Parce que certaines choses, elle le comprenait enfin, ne peuvent être achetées ni contrôlées. Elles doivent être vécues, ressenties, construites jour après jour avec patience et dévouement. Et Éléonore était prête à apprendre cela, peu importe le prix. Les premiers jours après les retrouvailles furent comme marcher sur du verre. Chaque pas devait être mesuré, chaque mot pesé avant d'être prononcé. Éléonore retourna à l'appartement de Marianne le lendemain, puis le surlendemain, et le jour d'après, apportant toujours quelque chose. De la nourriture, des vêtements pour Valérie, des médicaments pour Marianne, mais toujours en demandant d'abord, toujours en respectant les limites que sa fille établissait. Ce fut Marianne qui suggéra finalement que Valérie vienne vivre chez Éléonore. La décision ne fut pas facile. En fait, ce fut l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait eu à faire dans sa vie. Mais la réalité était indéniable. Valérie méritait plus que ce petit appartement, plus que l'incertitude de chaque jour, plus que de voir sa mère se battre pour obtenir le minimum vital pour survivre. Le matin où Valérie fut emmenée au manoir d'Éléonore, les adieux furent douloureux. Marianne serra sa fille dans ses bras de longues minutes, lui murmurant des mots d'amour et des promesses qu'elles seraient toujours ensemble, même si ce n'était pas au même endroit. Valérie pleura. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était une enfant. Et les enfants rêvent de sécurité, de nourriture abondante, d'un lit moelleux. Éléonore promit que Marianne pourrait lui rendre visite quand elle le voudrait, qu'une chambre l'attendrait elle aussi, que ce serait leur maison à toutes les deux. Mais Marianne refusa. Elle n'était pas encore prête. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de tout traiter. Elle avait besoin de se reconstruire avant de réintégrer ce monde qui fut un jour le sien. Le manoir d'Éléonore se trouvait dans un quartier résidentiel fermé du nord de Paris, entouré de vastes jardins et d'une sécurité garantissant une intimité totale. C'était un monde complètement différent de celui où Valérie avait grandi. En entrant pour la première fois, la fillette resta paralysée, regardant autour d'elle avec un mélange de fascination et de peur. La chambre qu'Éléonore avait préparée pour elle
était plus grande que tout l'appartement où elle vivait avec sa mère. Elle avait un lit immense avec des draps doux, une armoire pleine de vêtements neufs, des étagères de livres et de jouets, un bureau en bois clair près de la fenêtre donnant sur le jardin. C'était une chambre de rêve, mais Valérie ne put dormir cette première nuit. Habituée au matelas fin au sol, au bruit constant de la rue, à la présence proche de sa mère, elle se sentit perdue dans cet espace silencieux et immense. Vers 3 heures du matin, Éléonore la trouva assise par terre à côté du lit, les genoux serrés contre elle, pleurant doucement. Sans rien dire, Éléonore s'assit à côté de sa petite fille et la tira dans ses bras. Valérie s'accrocha à elle comme un naufragé s'accroche à une planche en mer, et elles restèrent ainsi des heures jusqu'à ce que le sommeil vainque finalement la peur et que la fillette s'endorme dans les bras de sa grand-mère. Les semaines suivantes, Éléonore dut apprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais eu besoin d'apprendre auparavant. La patience. Valérie ne s'adapta pas instantanément à cette nouvelle vie. Elle faisait fréquemment des cauchemars. Elle se réveillait effrayée, cherchant sa mère. Elle refusait certains aliments parce qu'elle n'y était pas habituée. Elle se cachait quand il y avait beaucoup de monde. Le traumatisme de vivre dans la rue, de souffrir de la faim, de ressentir une peur constante, ne disparaissait pas juste parce qu'elle avait maintenant du confort. Éléonore engagea une psychologue pour enfants, le docteur Camille, une femme gentille et expérimentée qui commença à travailler avec Valérie. Les sessions furent révélatrices. La fillette portait de profondes blessures, mais aussi une résilience impressionnante. Elle était intelligente, observatrice, capable de percevoir des détails que les adultes ignoraient, et peu à peu, avec soutien et attention, elle commença à s'ouvrir. Pendant ce temps, la relation entre Éléonore et Mathieu traversa une épreuve difficile. Le fils cadet se sentait en quelque sorte remplacé. Toute l'attention de sa mère, qui était auparavant partagée entre lui et les affaires, était désormais presque exclusivement consacrée à Marianne et Valérie. Les réunions d'entreprise qui occupaient auparavant des heures de la journée d'Éléonore furent déléguées à Mathieu, qui se retrouva soudain avec une responsabilité bien plus grande qu'il n'était préparé à assumer. Un soir, lors d'un dîner tendu au manoir, Mathieu explosa. « Il semble que j'ai perdu ma mère 2 fois. D'abord, quand Marianne a disparu, et que tu t'es noyé dans le travail pour ne pas penser à elle. Maintenant qu'elle est revenue, tu m'as complètement oublié. » Éléonore fut choquée. Elle n'avait jamais réalisé à quel point Mathieu se sentait négligé. Elle tenta de lui expliquer qu'elle essayait simplement de compenser le temps perdu, mais Mathieu l'interrompit. « Et mon temps perdu, maman? J'ai aussi perdu une sœur. J'ai aussi souffert. Mais personne ne semble s'en souvenir. » Les mots furent durs, mais nécessaires. Ils forcèrent Éléonore à voir que sa tentative de tout réparer laissait une fois de plus quelqu'un de côté. Cette nuit-là, après que Mathieu fut parti furieux du manoir, Éléonore resta seule dans le salon, regardant son propre reflet dans la fenêtre sombre. Elle échouait à nouveau, essayant de tout contrôler, de tout résoudre, mais oubliant simplement d'être présente pour tous ceux qui avaient besoin d'elle. Le lendemain, elle chercha Mathieu dans son appartement. La conversation fut longue et difficile. Éléonore demanda pardon, admit ses erreurs, écouta les plaintes de son fils sans l'interrompre, et pour la première fois, ils réussirent à avoir une conversation honnête sur la façon dont la disparition de Marianne les avait affectés tous les deux, sur la façon dont la douleur avait été traitée différemment, sur la façon dont la famille ne s'était jamais vraiment remise de ce traumatisme. Mathieu confessa que pendant des années, il avait senti qu'il devait être parfait pour compenser l'absence de Marianne, pour ne pas donner plus de soucis à sa mère, qu'il s'était enterré dans les affaires non par amour du travail, mais parce que c'était la seule façon de se connecter avec Éléonore, qu'il ne s'était jamais permis de vivre sa propre vie par peur de décevoir ou d'être un fardeau supplémentaire. Éléonore écouta tout, le cœur brisé. Elle avait échoué envers Marianne en n'étant pas présente lorsque sa fille avait besoin d'elle, et elle avait échoué envers Mathieu en faisant de lui une extension de ses propres objectifs, sans le voir comme un individu avec ses propres rêves et besoins. « Je ne sais pas comment être une bonne mère », admit-elle d'une voix étranglée. « J'ai passé toute ma vie à construire des entreprises, à conclure des affaires, à gagner des batailles professionnelles. Mais avec vous, j'ai toujours échoué. » Dieser na, Toza, no forting forden, and ordent. Mathieu prit la main de sa mère et pour la première fois depuis des années, il se permit d'être vulnérable avec elle. « Alors, apprenons ensemble. Il n'est pas trop tard. » Cette conversation marqua un tournant. Éléonore et Mathieu commencèrent à se réunir chaque semaine, non pas pour parler d'affaires, mais pour simplement parler de sentiments, de peur, d'attente. C'était étrange et inconfortable au début,
Mais peu à peu, cela créa un pont qui avait été détruit depuis longtemps. Pendant ce temps, Marianne luttait pour reconstruire sa propre vie. Éléonore insista pour l'aider financièrement, mais Marianne n'accepta que le strict nécessaire, un appartement simple, mais digne dans un meilleur quartier. De l'aide pour obtenir de nouveaux papiers, des consultations médicales pour traiter des problèmes de santé négligés pendant des années, mais elle refusa tout ce qui allait au-delà. « J'ai besoin de faire certaines choses seule », expliqua-t-elle à sa mère lors d'une des visites. « J'ai besoin de me prouver que je peux, non pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que j'ai besoin de me retrouver. Send, Confund, Prez, Anamali, Gong, and Bankla, Anamali, Confund, So, Anam, Andam, Andamam, Andamam. » Éléonore apprit à respecter cela, même lorsque chaque fibre de son être criait de tout résoudre, de tout faciliter, d'utiliser son pouvoir et son argent pour ouvrir toutes les portes, mais elle apprenait que le véritable amour signifie parfois donner de l'espace, même quand cela fait mal. Valérie commença à fréquenter une école privée près du manoir. Au début, ce fut difficile. Elle avait des années de retard par rapport aux autres enfants de son âge, et la différence socio-économique était abyssale. Les autres enfants venaient de familles riches avec des vies de privilèges depuis la naissance. Valérie venait de la rue, et cela était visible dans chaque geste, chaque mot, chaque réaction. Il y eut du harcèlement, des enfants cruels qui percevaient que Valérie était différente et utilisaient cela pour la blesser. Des commentaires sur ses vêtements, sur sa façon de parler, sur d'où elle venait. Valérie rentrait à la maison les yeux rouges, disant qu'elle ne voulait plus retourner à l'école. Éléonore voulut intervenir immédiatement, parler avec la direction, avec les parents des autres enfants, user de son influence pour résoudre la situation. Mais ce fut Mathieu qui l'arrêta. « Laisse-la apprendre à se battre ses propres batailles. Sois là pour la soutenir, mais ne résous pas tout pour elle. Sinon, elle n'apprendra jamais à être forte. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Éléonore. C'était exactement ce qu'elle avait mal fait avec Marianne. Essayer de tout contrôler, de tout résoudre, sans laisser d'espace à sa fille pour apprendre à naviguer seule dans le monde. Ainsi, au lieu de résoudre le problème, Éléonore s'assit avec Valérie et parla. Elle écouta les douleurs de la fillette, valida ses sentiments et l'aida ensuite à réfléchir à des moyens de faire face à la situation. Valérie décida de parler à la professeure et avec l'équipe pédagogique. L'école mit en place des activités sur l'empathie et la diversité sociale. Cela ne régla pas tout instantanément, mais peu à peu, certains enfants commencèrent à voir Valérie telle qu'elle était vraiment. Une fillette courageuse, intelligente, qui avait survécu à des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et cela, d'une certaine manière, était admirable. Valérie commença aussi à rendre visite à sa mère régulièrement. Éléonore offrait toujours le chauffeur, mais Valérie, suivant l'exemple de Marianne, insistait parfois pour prendre le bus. Elle voulait garder les pieds sur terre, ne pas oublier d'où elle venait. C'était une sagesse impressionnante pour une enfant de son âge. Les visites entre mère et fille étaient le point culminant de la semaine de Valérie. Elle parlait pendant des heures, jouait. Marianne l'aidait avec ses devoirs, et peu à peu, Valérie rapprochait les deux femmes de sa vie, l'une de l'autre. Elle racontait à Éléonore ses conversations avec Marianne, et racontait à Marianne son quotidien au manoir. Ce fut Valérie qui suggéra le dîner en famille. Un dîner simple, sans formalité, au manoir. Éléonore, Marianne, Mathieu et Valérie. Les quatre ensemble pour la première fois en 13 ans. Éléonore était nerveuse comme jamais avant une réunion d'affaires. Elle fit préparer un dîner spécial, mais pas excessif. Elle voulait que Marianne se sente à l'aise, pas intimidée. Elle choisit des vêtements décontractés, demanda aux employés d'être discrets. Elle rendit l'ambiance la plus accueillante possible. Quand Marianne arriva ce soir-là, vêtue d'une robe simple que Valérie l'avait aidée à choisir, Éléonore sentit son cœur se serrer. Sa fille était plus belle, plus saine qu'il y a quelques mois. La couleur était revenue sur son visage. Ses yeux avaient plus de vie. Elle se remettait. Le dîner commença de manière tendue. Tous étaient très conscients que c'était un moment important, que tout mot malheureux pourrait briser le fragile pont qui était en train de se construire. Mais alors Valérie commença à raconter des histoires amusantes de l'école, imitant les professeurs, décrivant des situations avec un humour qui fit rire tout le monde. La glace était brisée. La conversation coula naturellement. Mathieu et Marianne se remémorèrent des moments d'enfance, riant de vieilles bêtises. Éléonore partagea des histoires de quand ils étaient petits, avant que tout ne se complique. Pendant quelques heures, ils furent simplement une famille imparfaite, blessée, mais unie. À la fin de la soirée, alors que Marianne s'apprêtait à partir,
Elle prit la main d'Éléonore et la regarda profondément dans les yeux. « Merci, maman, de ne pas avoir renoncé à moi. » Éléonore sentit les larmes monter mais sourit. « Je n'abandonnerai jamais. Tu es ma fille. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » Elles s'étreignirent là, à la porte du manoir, et pour la première fois en 13 ans, l'étreinte n'avait pas le poids des adieux. Elle avait le goût d'un nouveau départ. Lorsque Marianne fut partie, Éléonore rentra dans la maison et trouva Mathieu et Valérie dans le salon, en pleine conversation. Son fils et sa petite-fille créant leur propre lien. Une nouvelle génération de la famille apprenant à se connecter de manière plus saine. Éléonore se joignit à eux sur le canapé et les trois restèrent là dans un silence confortable, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Ils n'avaient pas besoin de mots. La présence était suffisante. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Éléonore retira la bague de son doigt et l'observa à la lumière de la lampe. Ce petit objet avait traversé tant de choses. Il avait été un symbole d'amour, de perte, d'espoir, et avait finalement rempli son rôle. Il avait réuni la famille. Elle pensa à Pierre, à quel point il aurait été heureux de savoir que ses enfants étaient à nouveau ensemble, que sa petite-fille était en sécurité, que la famille, malgré tout, retrouvait le chemin de l'amour. Avec un doux sourire, Éléonore remit la bague à son doigt. Il restait encore beaucoup à réparer, beaucoup de blessures à guérir, beaucoup de conversations difficiles à venir. Mais pour la première fois en 13 ans, elle avait la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Et cette fois, elle ne ferait pas les mêmes erreurs. Cette fois, elle serait vraiment présente. 6 mois passèrent depuis les retrouvailles. 6 mois de reconstruction lente, d'erreurs et de réussites, de conversations difficiles et de moments de joie inattendus. La vie avait trouvé un nouveau rythme, différent d'avant, mais avec sa propre beauté imparfaite. Valérie était méconnaissable, non seulement physiquement, bien que les kilos gagnés et la santé retrouvée soient évidents, mais surtout dans sa façon d'être. La fillette effrayée qui était entrée dans le restaurant pour demander à manger s'était transformée en une enfant sûre d'elle, curieuse, pleine de rêves. Elle portait encore les marques du passé. Parfois, elle se réveillait avec des cauchemars. Il y avait des jours où elle était plus silencieuse, mais elle avait appris à parler de ses sentiments, à demander de l'aide quand elle en avait besoin. L'école était devenue un endroit où elle brillait. Après des mois de cours de soutien et beaucoup d'efforts, Valérie rattrapait ses camarades. Plus que cela, elle découvrait des talents. Elle avait un don pour l'art. Elle passait des heures à dessiner, à créer des histoires à travers des images. La professeure d'arts, Madame Duval, vit en elle un potentiel spécial et commença à l'encourager, lui accordant une attention individualisée et suggérant que ses dessins soient exposés dans les couloirs de l'école. Au manoir, Valérie avait transformé un coin de sa chambre en un petit atelier. Crayons de couleur, peinture, pinceaux, papier de toutes sortes éparpillés sur une table qu'Éléonore avait fait faire spécialement pour elle. Et c'est là que Valérie passait des heures à créer des mondes entiers sur le papier. Elle dessinait la famille réunie, dessinait des souvenirs de la vie avec sa mère, dessinait des rêves pour l'avenir. Un jour, pendant le petit déjeuner, Valérie annonça qu'elle voulait faire une surprise à Marianne. Elle travaillait sur un album de dessins racontant son histoire depuis le moment de leur séparation jusqu'aux retrouvailles. Elle voulait l'offrir à sa mère pour son anniversaire qui approchait. Éléonore observa sa petite fille avec fierté et émotion. Cet enfant lui avait tant appris sur le courage, sur la résilience, sur l'amour inconditionnel. Valérie n'avait jamais reproché à Marianne les difficultés qu'elles avaient traversées. Elle n'avait jamais ressenti de rage ni de ressentiment, seulement un amour pur et simple. Pendant ce temps, Marianne continuait son chemin de reconstruction. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie du quartier où elle vivait. Le salaire était modeste, mais c'était le sien, fruit de son propre effort. Elle rentrait chez elle fatiguée tous les jours, mais il y avait une lumière dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. C'était la lumière de celle qui retrouvait sa dignité, son autonomie, son identité. Éléonore visitait parfois la librairie, toujours discrète, toujours respectueuse. Elle achetait des livres qu'elle n'allait pas toujours lire, mais qui servaient d'excuse pour voir sa fille travailler, pour avoir quelques minutes de conversation naturelle, sans le poids des attentes. À ces moments-là, Éléonore voyait Marianne non seulement comme sa fille, mais comme une femme forte, survivante, admirable. La relation entre mère et fille avait encore ses difficultés. Il y avait des sujets évités, des blessures qui faisaient encore trop mal pour être touchées, mais il y avait aussi une nouvelle honnêteté entre elles. Quand quelque chose dérangeait, elles en parlaient. Quand elles avaient besoin d'espace, elles le demandaient. Elles apprenaient à interagir de manière saine, en respectant les limites de l'autre. Mathieu avait également subi des transformations. Assumer plus de responsabilités dans les affaires familiales,
lui fit découvrir qu'il avait plus de capacités qu'il n'imaginait, mais cela le fit aussi se demander si c'était vraiment ce qu'il voulait pour sa vie. Une nuit, lors d'un dîner familial qui était devenu une tradition hebdomadaire, il fit une annonce qui surprit tout le monde. « Je pense étudier la psychologie ». Éléonore faillit laisser tomber sa fourchette. Mathieu avait toujours été le fils dévoué aux affaires, l'héritier naturel de l'empire qu'elle avait construit. L'idée qu'il veuille suivre une autre voie ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Psychologie, pourquoi ?» Mathieu respira profondément avant de répondre. « Parce que tout ce qui s'est passé avec notre famille m'a fait réaliser l'importance des questions émotionnelles, à quel point nous avons besoin de mieux comprendre les gens, les relations, les traumatismes. Je veux aider d'autres familles à ne pas traverser ce que nous avons traversé. Je veux vraiment faire une différence. » Le silence qui suivit fut lourd. Éléonore sentit la vieille impulsion de contrôler, de convaincre son fils qu'il faisait une erreur, d'utiliser des arguments logiques sur la succession d'entreprises et les responsabilités. Mais alors elle regarda Marianne, qui observait la scène avec attention, et Valérie qui dessinait dans un carnet en écoutant tout. Ce fut Valérie qui parla la première. « Je trouve ça magnifique, oncle Mathieu. Tu vas aider beaucoup de gens. » La simplicité de la fillette brisa la tension. Marianne sourit à son frère. « Je te soutiens, fais ce qui rend ton cœur heureux. » Éléonore les regarda tous les trois, son fils voulant changer de carrière, sa fille reconstruisant sa vie à partir de zéro, sa petite fille enseignant à tous le courage, et elle réalisa que l'empire qui importait vraiment n'était pas celui des affaires et de l'argent, c'était celui qui était là à cette table, la famille. D'une voix étranglée, elle prit la main de Mathieu. « Si c'est ce que tu veux, tu as tout mon soutien. Nous trouverons quelqu'un pour prendre ta place dans l'entreprise. L'important est que tu sois heureux. » Mathieu avait les larmes aux yeux lorsqu'il serra sa mère dans ses bras. C'était la première fois qu'il se permettait de suivre son propre chemin, sans craindre de décevoir. Les semaines suivantes furent marquées par des changements pratiques. Mathieu commença un cursus préparatoire pour l'université, réduisant progressivement ses responsabilités dans l'entreprise. Éléonore promut des cadres de confiance, réorganisa la structure corporative et découvrit que l'entreprise fonctionnait parfaitement bien sans qu'elle ait à contrôler chaque détail. En fait, elle découvrit qu'elle avait plus de temps pour ce qui comptait vraiment, plus de temps pour Valérie, pour suivre l'évolution de la fillette à l'école, pour s'asseoir par terre dans la chambre et dessiner avec elle, pour écouter ses histoires sur les camarades, sur les professeurs, sur ses rêves de devenir artiste un jour. Plus de temps pour Marianne, pour de longs déjeuners où elle parlait de tout et de rien, pour l'aider à choisir des meubles pour l'appartement, pour simplement être ensemble sans agenda ni attente. Plus de temps pour Mathieu, pour le soutenir dans ses études, pour l'écouter parler de théorie psychologique avec un enthousiasme qu'elle n'avait jamais vu quand il parlait d'affaires. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait des jours difficiles, des jours où Valérie regrettait la vie simple avec Marianne, aussi dure fut-elle. Des jours où Marianne se sentait coupable de ne pas pouvoir offrir à sa fille ce qu'Éléonore lui offrait. Des jours où Mathieu doutait de sa décision et se demandait s'il faisait le bon choix. Des jours où Éléonore se sentait perdue, ne sachant pas comment tout équilibrer. Ce fut lors d'un de ces jours difficiles que la grande crise éclata. Valérie était à l'école lorsqu'une camarade fit un commentaire cruel sur sa mère. Elle dit que Marianne était une misérable, qu'elle avait abandonné sa fille, que Valérie n'avait les bonnes choses qu'elle avait que parce que sa grand-mère était riche, non pas parce que sa mère valait quelque chose. Valérie, qui avait appris à gérer de nombreuses provocations, ne put cette fois contenir sa rage. Elle répondit. La discussion s'envenima et Valérie finit par bousculer sa camarade. Rien de grave, mais suffisant pour que la directrice appelle Éléonore, pour qu'elle vienne chercher la fillette plus tôt. Sur le chemin du retour, Valérie était silencieuse, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Éléonore tenta de parler, mais la fillette se referma. Ce n'est qu'une fois arrivée au manoir et assise dans le jardin que Valérie se défoula enfin. Elle a dit que ma mère ne valait rien. Elle a dit qu'elle m'avait abandonnée, et ça m'a beaucoup mise en colère. Grand-mère, parce que ma mère est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle a tout fait pour moi, tout, et les gens jugent sans rien savoir. Éléonore serra sa petite fille dans ses bras pendant qu'elle pleurait, sentant sa propre douleur reflétée dans les mots de l'enfant, car elle aussi avait jugé. Elle avait passé des années à penser que Marianne l'avait abandonnée, qu'elle avait été égoïste, qu'elle ne se souciait pas de la famille. Et ce n'est que maintenant qu'elle comprenait l'ampleur du sacrifice que sa fille avait fait. Lorsque Valérie se calma, Éléonore la prit par les épaules et la regarda profondément dans les yeux. « Ta mère est une héroïne, et tu as tout le droit de la défendre, mais pas avec violence, Valérie. Utilise tes mots, utilise ton histoire.
Raconte la vérité à ceux qui sont prêts à l'écouter et à ceux qui ne le sont pas. Ne gaspille pas ton énergie. Valérie sécha ses larmes et hocha la tête. Puis elle regarda Éléonore avec un sérieux impressionnant pour son âge. « Grand-mère, tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?» Éléonore fut surprise par le changement brusque de sujet, mais hocha la tête. « Oui, j'en ai. »« Alors, pourquoi ne l'utilises-tu pas pour aider d'autres enfants comme j'étais? Des enfants qui sont dans la rue, qui ont faim, qui ont peur. » La question frappa Éléonore comme un coup de poing. Valérie avait raison. Elle avait d'immenses ressources, du pouvoir, de l'influence, et elle utilisait tout cela uniquement pour réparer sa propre famille. Mais qu'en était-il des autres familles et des autres enfants, et de toutes les Valéries qui étaient encore dans les rues, attendant une opportunité? Cette nuit-là, Éléonore ne put dormir. La question de Valérie résonnait dans son esprit. Elle se leva, alla à son bureau et commença à prendre des notes. Elle fit des recherches, lut sur les organisations existantes, sur les lacunes dans l'aide aux enfants en situation de vulnérabilité, et une idée commença à prendre forme. Le lendemain matin, elle réunit Marianne et Mathieu. « Je veux créer une fondation, une organisation dédiée à aider les enfants des rues, non seulement avec une assistance de base, mais avec un programme complet. Éducation, santé, soutien psychologique, formation professionnelle pour les parents. Je veux utiliser nos ressources pour faire une réelle différence. » Marianne regarda sa mère avec surprise et admiration. « C'est une idée magnifique, maman. Mais pourquoi maintenant ?» Éléonore sourit tristement. « Parce que Valérie m'a fait réaliser que j'ai passé toute ma vie à me concentrer sur la construction de richesses, mais je n'ai jamais pensé à utiliser cette richesse pour améliorer le monde autour de moi. Elle m'a montré que nous pouvons transformer notre douleur en but. » Mathieu s'enthousiasma immédiatement. « Je peux aider. Je peux utiliser ce que j'apprends en psychologie pour structurer le soutien émotionnel pour les familles. » Marianne hésita un instant, puis dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Je veux aider aussi. Je veux travailler directement avec les enfants. Je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas quand on est vulnérable. » Éléonore sentit son cœur se serrer d'émotion. Sa famille, si brisée des mois auparavant, s'unissait autour d'un but plus grand. Ils transformaient leurs blessures en force pour aider les autres. Dans les mois suivants, la Fondation Valérie, nom choisi en l'honneur de la fillette qui avait tout changé, commença à prendre forme. Éléonore y investit des ressources significatives, mais aussi son attention et son temps. Marianne devint la coordinatrice du programme d'accueil, utilisant son expérience pour créer des protocoles plus humanisés. Mathieu, bien que toujours en études, contribua avec des idées sur le traumatisme et la récupération émotionnelle. Et Valérie, la petite Valérie, devint le visage de la Fondation. Ses dessins illustraient les supports, son histoire inspirait les donateurs, sa présence aux événements touchait les cœurs. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une survivante, une guerrière, une inspiration. L'anniversaire de Marianne arriva au milieu de toutes ces transformations. Valérie termina son album de dessins, un travail magnifique qui racontait son voyage à travers des images colorées et pleines d'émotions. Lors du dîner de célébration, lorsque Marianne ouvrit le cadeau et vit chaque page, chaque dessin, chaque détail soigneusement créé par sa fille, elle ne put retenir ses larmes. C'était son histoire, de la souffrance à l'espoir, de la séparation aux retrouvailles, de la douleur à la guérison. Tout y était éternisé par la vision pure d'une enfant qui n'avait jamais perdu la capacité d'aimer. Éléonore observa mère et fille s'embrasser, pleurant ensemble sur ce précieux album, et réalisa quelque chose de fondamental. Elles avaient retrouvé le chemin, non pas vers ce qu'elles étaient avant, car cela n'existait plus, mais vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de construit sur la vérité, le respect et l'amour véritable. Et tandis que la famille célébrait là, dans le manoir, qui n'était plus seulement celui d'Éléonore, mais de tous, une pensée traversa son esprit. La bague à son doigt avait rempli sa mission. Elle avait réuni ceux qui étaient séparés, mais il leur revenait maintenant de faire en sorte que cette réunion en vaille la peine. Il leur revenait d'honorer la seconde chance que la vie leur avait donnée. Et pour la première fois, depuis longtemps, Éléonore avait la certitude absolue qu'ils y parviendraient. 2 ans passèrent depuis ce jour au restaurant. 2 ans qui semblèrent une vie entière de transformation, d'apprentissage et de reconstruction. La Fondation Valérie était devenue une référence à Paris en matière d'aide aux enfants en situation de vulnérabilité. Ce qui avait commencé comme un projet personnel d'Éléonore se transforma en une organisation robuste avec des équipes dédiées, des alliances stratégiques et des résultats concrets qui changeaient des vies quotidiennement. Valérie aurait 15 ans dans quelques jours, et Éléonore prévoyait une célébration spéciale.
Non pas une fête ostentatoire comme on s'attendrait de quelqu'un avec ses ressources, mais quelque chose qui aurait un sens réel, quelque chose qui honorerait le voyage de cet enfant extraordinaire et tout ce qu'elle représentait pour la famille. Le siège de la fondation se trouvait dans un immeuble rénové au centre de Paris, stratégiquement situé pour faciliter l'accès aux familles aidées. Éléonore y passait au moins 3 après-midi par semaine, non seulement en participant activement, mais aussi en parlant avec les enfants, en écoutant leurs histoires, en comprenant leurs besoins. Chaque visage qu'elle voyait était un rappel de ce que Valérie avait vécu. Et cela la maintenait motivée pendant les jours difficiles. Marianne était devenue l'âme de la fondation. Elle y travaillait à plein temps, coordonnant non seulement l'accueil initial, mais aussi le suivi à long terme des familles. Son expérience personnelle donnait une légitimité au travail qu'aucun titre universitaire ne pourrait fournir. Les mères qui arrivaient à la fondation, fatiguées, honteuses, effrayées, voyaient en Marianne non pas une figure d'autorité distante, mais quelqu'un qui les comprenait vraiment, parce qu'elle était passée par là. Un après-midi, Éléonore était dans son bureau de la fondation lorsque Marianne entra sans frapper, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle avait quelque chose d'important à dire. Son visage était différent. Il y avait une lueur dans ses yeux qu'Éléonore n'avait pas vue depuis longtemps. « Maman, j'ai quelque chose à te raconter. » Éléonore laissa les papiers de côté immédiatement, accordant toute son attention à sa fille. Au cours de ces 2 années, elle avait appris que des moments comme celui-ci étaient les plus importants, plus que n'importe quelle réunion d'affaires ou décision d'entreprise. Marianne s'assit, respira profondément et sourit d'une manière qui illumina tout son visage. « J'ai rencontré quelqu'un. » Éléonore sentit son cœur faire un bond. Pendant toutes ces années, Marianne n'avait jamais mentionné aucune relation. L'expérience traumatisante qui l'avait poussée à disparaître avait laissé de profondes cicatrices, et elle avait toujours maintenu une distance de sécurité de tout engagement romantique. Il s'appelle Romain. Il est professeur de littérature. Il travaille dans un lycée public non loin d'ici. Nous nous sommes rencontrés à la librairie il y a quelques mois. Il venait toujours acheter des livres, et nous parlions d'auteurs, d'histoires. Cela a commencé comme une amitié, mais c'est devenu quelque chose de plus. Éléonore vit de la vulnérabilité et de la peur dans les yeux de sa fille. Marianne s'ouvrait, se permettant de faire confiance à nouveau, et c'était à la fois beau et terrifiant. « Tu lui as raconté le passé ?» Marianne hocha la tête. « Je lui ai tout raconté. La disparition, Valérie, toi, tout. » Il a écouté sans juger. Il a dit que le passé d'une personne ne définit pas qui elle est aujourd'hui. Il a dit que je suis l'une des femmes les plus courageuses qu'il connaisse. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Éléonore. Voir sa fille se permettre d'être à nouveau heureuse, se permettre de croire en quelqu'un, était l'une des plus belles choses qu'elle ait jamais vues. « J'aimerais beaucoup le rencontrer. » Marianne sourit, soulagée. « Il veut te rencontrer aussi. Et Valérie. Il sait à quel point elle est importante pour moi. » Cette nuit-là, lors du dîner familial qui restait une tradition sacrée, Marianne annonça la nouvelle. Valérie fut très enthousiaste, posant déjà 1000 questions sur Romain, sur quand elle le rencontrerait, sur s'il aimait dessiner. Mathieu serra sa sœur dans ses bras, heureux de la voir enfin permettre à quelqu'un de nouveau d'entrer dans sa vie. Et Éléonore observa tout avec un sentiment de paix qu'elle ne savait pas possible de ressentir. Sa famille grandissait, s'étendait, créant de nouveaux liens. Et cette fois, elle n'essayait de rien contrôler. Elle était simplement présente, soutenant, célébrant. Les préparatifs pour l'anniversaire de Valérie avançaient. Éléonore avait décidé de célébrer la fête dans la fondation même, invitant non seulement la famille et les amis proches, mais aussi les enfants suivis par l'organisation. Elle voulait que ce soit une célébration inclusive qui démontrerait que tous les enfants, quelle que soit leur origine, méritaient joie et reconnaissance. Valérie participa à chaque détail de la planification. Elle choisit un thème qui reflétait qui elle était, l'art et la transformation. Elle demanda que les murs de la fondation soient temporairement transformés en galeries, exposant non seulement ses propres dessins, mais aussi les œuvres des autres enfants. Elle voulait que ce jour célèbre non seulement elle, mais tous ceux qui avaient trouvé l'espoir grâce à la fondation. Mathieu, qui était déjà en 2e année de psychologie et faisait un stage à la fondation, organisa des activités ludiques pour les enfants. Il créa des stations de peinture, des contes, des jeux coopératifs. Il avait trouvé son but et il était visible à quel point il était heureux. Il avait commencé à sortir avec une camarade de faculté, Claire, une jeune femme dévouée et gentille qui s'intégrait parfaitement à la famille. La veille de l'anniversaire, Éléonore était à la maison, terminant quelques détails quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha.
Allô? La voix à l'autre bout était masculine, hésitante. Madame Éléonore Dubois. Mon nom est Romain Sanchez. Je suis le petit ami de Marianne. Elle m'a donné votre contact. Éléonore sourit. Romain semblait nerveux et il y avait quelque chose de charmant là-dedans. Bonjour Romain, Marianne m'a parlé de vous. Il y eut une pause et Romain continua d'une voix plus ferme. Madame Éléonore, je sais que cela peut sembler précipité, mais j'appelle parce que je veux faire les choses correctement. Je suis amoureux de votre fille. Je veux la demander en mariage, mais je ne veux pas le faire sans votre bénédiction. Marianne a traversé beaucoup d'épreuves, et je sais à quel point sa famille est importante pour elle. Alors avant tout, j'avais besoin de vous parler. Éléonore sentit ses yeux s'humidifier. Cet homme qu'elle ne connaissait pas encore personnellement montrait un respect et une considération qui touchaient profondément son cœur. Romain, il n'est pas nécessaire de m'appeler madame et oui, vous avez ma bénédiction. Toute personne qui fait sourire ma fille d'une manière si spéciale mérite tout le bonheur du monde. Elle entendit le soupir de soulagement à l'autre bout de la ligne. Merci beaucoup. Je la demanderai en mariage à l'anniversaire de Valérie, si cela ne pose pas de problème. Marianne a dit que ce serait le moment parfait, entourée de la famille. Éléonore accepta, émue. Une autre transformation, un autre nouveau départ, une autre preuve que la vie trouve toujours des moyens de surprendre. Le jour de l'anniversaire se leva ensoleillé et magnifique. La fondation était transformée. Des ballons colorés, des affiches faites par les enfants eux-mêmes, des tables remplies de nourriture, une musique douce en fond. Mais le plus remarquable étaient les murs couverts d'art, de dessins, de peintures, de collages, chacun racontant une histoire de dépassement, d'espoir et de rêve. Valérie se réveilla tôt, excitée. Elle enfila une robe bleu clair qu'elle avait elle-même aidé à choisir, simple et magnifique. En descendant pour le petit déjeuner, elle trouva Éléonore, Marianne, Mathieu et même Romain, qui avaient été invités à participer à la célébration matinale en famille. Romain était grand, avec des lunettes, un sourire aimable et des yeux qui témoignaient d'intelligence et de bonté. En rencontrant Éléonore, il la salua avec respect, mais sans servilité, et en rencontrant Valérie, il s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui dit qu'il avait déjà entendu des histoires incroyables à son sujet. Valérie l'apprécia immédiatement. Elle avait un don pour percevoir quand les gens étaient sincères, et Romain l'était. La fête commença en milieu d'après-midi. Des enfants de tous âges couraient dans l'espace, riant, jouant, profitant du moment. Beaucoup d'entre eux étaient pris en charge par la fondation. Ils venaient de familles qui luttaient pour sortir de la vulnérabilité. Voir ces enfants heureux, se sentant inclus, valorisés, était la réalisation de tout ce pourquoi Éléonore avait travaillé au cours des 2 dernières années. Des parents et amis proches étaient également présents, des cadres de l'entreprise d'Éléonore, des professeurs de Valérie, des travailleurs de la fondation, tous réunis pour une célébration qui transcendait les classes sociales et les différences. C'était exactement ce que Valérie voulait. Au moment du gâteau, tout le monde se rassembla. Éléonore avait commandé un gâteau spécial décoré avec les dessins les plus emblématiques de Valérie. La fillette souffla les bougies, entourée de tous ceux qu'elle aimait. Et les applaudissements furent chaleureux et sincères, mais la grande surprise était encore à venir. Éléonore demanda le silence et appela Valérie au centre de la pièce. Avec un sourire ému, elle sortit une petite boîte en velours bleu de sa poche. « Valérie, depuis le jour où tu es entrée dans ce restaurant et que tu as changé nos vies, tu as été une lumière, un courage et une inspiration. Tu nous as appris la résilience, l'amour inconditionnel, à transformer la douleur en but. Aujourd'hui, pour ton 15e anniversaire, je veux te donner quelque chose de spécial. » Éléonore ouvrit la boîte, révélant une bague. Elle n'était pas identique aux bagues qu'elle et Marianne possédaient, mais elle en reprenait des éléments. Le design était nouveau, créé spécialement pour Valérie, mais incorporait le saphir bleu et les diamants dans un motif qui dialoguait clairement avec les bagues originales. Cette bague représente le passé, le présent et le futur. Elle représente le voyage de notre famille, les douleurs que nous avons surmontées, l'amour qui nous a tenus unis même à distance, et l'espoir qui nous guide vers demain. Cette bague est à toi, Valérie. Et avec elle, je veux te dire que tu n'es pas seulement ma petite fille, tu es mon héroïne. Valérie pleurait lorsqu'Éléonore lui mit la bague au doigt. Ce fut un moment de pure émotion, et il n'y eut pas un œil sec dans la pièce. Marianne serra sa fille et sa mère en même temps, et Mathieu se joignit à l'étreinte, créant un cercle d'amour et de gratitude. Mais l'après-midi réservait encore une surprise. Lorsque l'émotion se calma un peu, Romain s'approcha du centre de la pièce, demandant l'attention.
Il était visiblement nerveux, mais déterminé. Je sais que c'est le jour de Valérie, et je ne veux en aucun cas lui voler la vedette. Mais Valérie m'a donné la permission de faire quelque chose d'important aujourd'hui, en présence de vous tous. Il se tourna vers Marianne, qui le regardait, confuse, sans comprendre ce qui se passait. Romain prit sa main et devant les regards attentifs de tous, il s'agenouilla. Marianne, depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie a pris un nouveau sens. Tu m'as appris le courage, les nouveaux départs, le véritable amour. Ta force m'inspire chaque jour, et je ne peux imaginer mon avenir sans toi. Il sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais magnifique. Voudrais-tu m'épouser? Marianne était en état de choc total. Ses mains tremblaient, les larmes coulaient librement sur son visage. Elle regarda Valérie, qui souriait et faisait des gestes d'approbation enthousiaste. Elle regarda Éléonore, qui avait les mains sur la poitrine, émue. Elle regarda Mathieu, qui souriait de toutes ses dents. Et puis elle regarda à nouveau Romain et d'une voix entrecoupée, mais ferme, répondit « Oui, 1000 fois oui ». La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Romain glissa la bague au doigt de Marianne et l'attira pour un baiser tandis que tout le monde célébrait. Valérie courut embrasser sa mère et son futur beau-père. Et une fois de plus, la famille s'unit dans une étreinte collective, pleine d'amour. La fête continua jusqu'au crépuscule avec plus de rires, plus d'histoires, plus de célébrations. Lorsque les enfants commencèrent à partir avec leur famille, chacun emportait un sac avec des cadeaux et des souvenirs. Mais le plus grand cadeau qu'ils emportaient était invisible, le souvenir d'un jour où ils furent vus, valorisés, aimés. Lorsque finalement seule la famille resta, ils s'assirent ensemble en cercle sur le sol de la fondation, fatigués mais heureux. Valérie était au centre, regardant la bague à son doigt, digérant encore tout ce qui s'était passé. « Grand-mère », dit-elle à voix basse en regardant Éléonore, « oncle Mathieu a raconté que tout a commencé par ta bague, par la bague de ma mère. » Éléonore regarda sa propre bague, puis celle de Marianne, et enfin la nouvelle bague de Valérie. « Oui, ma chérie, mais ce n'est pas la bague elle-même qui nous a réunis, c'est l'amour qu'elle représentait, c'est le courage que tu as eu de parler, c'est la décision de nous tous de nous ouvrir au pardon, à la reconstruction, au nouveau départ. » Marianne compléta, tenant la main de sa fille. « Les bagues sont des symboles, mais ce qui nous maintient réellement unis, c'est le choix. Le choix de chaque jour d'être présent, de se soucier, de se battre pour ce que nous aimons. » Mathieu hocha la tête, passant le bras autour des épaules de Claire, et d'apprendre de nos erreurs, de ne pas répéter les schémas qui nous ont blessés, de construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Romain, qui faisait déjà partie de la famille, ajouta « Et de laisser d'autres personnes entrer dans cette histoire, d'élargir le cercle de l'amour, au lieu de le fermer. » Des Surawa. Diam, 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 diam. Valérie regarda chacun d'eux, le cœur débordant de gratitude et d'amour. Alors, pour la première fois en 15 ans de vie, pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler, elle prononça un mot qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant, « grand-mère ». Le monde sembla s'arrêter à cet instant. Éléonore sentit son cœur exploser. Pendant 2 ans, Valérie l'avait toujours appelée par son nom. C'était sa façon de maintenir une certaine distance, de traiter sa place dans cette nouvelle famille. Mais maintenant, elle était enfin prête à franchir ce pas. « Grand-mère, merci pour tout, de m'avoir trouvé, de ne pas avoir renoncé à ma mère, de faire tout ça. » Éléonore l'attira dans une étreinte serrée, pleurant sans retenue. Marianne pleura aussi, heureuse de voir la connexion entre mère et fille enfin complète. Et tous cela comprirent que c'était le véritable point culminant du voyage. Non pas les retrouvailles au restaurant, non pas la reconstruction de la famille, mais ce moment où tous acceptèrent enfin leur rôle, leur place, et choisirent de construire quelque chose de nouveau ensemble. Cette nuit-là, quand tout le monde était parti et qu'Éléonore était seule à la maison, elle s'assit dans son fauteuil préféré et regarda par la fenêtre le ciel étoilé de Paris. Elle pensa à Pierre, souhaitant qu'il puisse voir ce que ces bagues qu'il avait fait faire avaient initié. Elle pensa au voyage impossible qu'ils avaient parcouru, aux douleurs qu'ils avaient affrontées, aux victoires qu'ils avaient conquises, et elle réalisa quelque chose de fondamental. La vie a une façon particulière de nous enseigner les leçons que nous devons apprendre. Elle avait passé des décennies à construire des empires, à accumuler du pouvoir, à contrôler chaque variable. Mais la leçon la plus importante vint d'une fillette des rues qui s'approcha d'elle dans un restaurant et lui dit une phrase simple qui changea tout. « Ma mère a une bague exactement pareille. » Ce moment de reconnaissance déclencha une réaction en chaîne qui transforma non seulement la famille d'Éléonore, mais des centaines d'autres familles grâce à la fondation.
Cela démontra qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire la différence. Il suffit d'être présent, d'être disposé, d'être ouvert. Éléonore regarda la bague à son doigt, brillant doucement sous la lumière tamisée de la pièce. Elle avait rempli son rôle. Elle avait protégé, elle avait connecté, elle avait guidé. Et maintenant, il existait une nouvelle génération de bagues. Celle de Valérie, représentant l'espoir et l'avenir. Celle de Marianne, bientôt accompagnée de l'alliance de mariage avec Romain, représentant les nouveaux départs et les secondes chances. L'histoire aurait pu avoir tant de fins différentes. Elle aurait pu se terminer en tragédie, en perte définitive, en rancunes inconciliables. Mais elle ne se termina pas ainsi. Elle se termina avec une famille reconstruite, imparfaite, mais unie. Elle se termina avec amour, pardon et détermination. Et tandis qu'Éléonore se permettait enfin de se reposer, sachant que le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles joies, elle murmura à l'univers une dernière gratitude. Merci de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, de m'avoir montré que le véritable héritage n'est pas les affaires que nous construisons, mais les vies que nous touchons. Die from this, being from, Docnos accent, in the froms. La bague brilla une dernière fois comme si elle était d'accord, et Éléonore sourit, enfin en paix. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Éléonore, Marianne et Valérie a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de retrouvailles, de pardon et de reconstruction familiale, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la rencontre au restaurant, le courage de Valérie, la transformation d'Éléonore? Tous les jours, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir pour recommencer. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous fera réfléchir sur le pouvoir de l'amour et de la famille.